Alors, prendre la parole devant une assemblée de mauvaise langue, ça s'apparente évidemment à un suicide social. Et je n'avais peut-être pas mesuré la portée de mon accord lorsque Philippe Lassard, très gentiment, m'a invité à m'exprimer devant vous pour vous présenter le résultat d'une recherche certes longue, sérieuse, mais en même temps réjouissante, qui était de se plonger dans l'histoire des injures politiques en France de la Révolution à nos jours. Livre qui recense un petit peu le pire, le meilleur de tout ce que les politiques français, depuis 1789, ont pu s'échanger. Alors je vous rassure, je vais résumer ces 2 siècles et quelques en quelques phrases. L'injure peut être simplement drôle. Je commencerai par un ecclésiastique, car ils ne sont pas les derniers à avoir des langues de vipère. Le trop injustement oublié chanoine Kir, et cette phrase inoubliable, le gaullisme, c'est un caporalisme qui a pris du galon. Je ne peux pas ne pas citer André Santini, même si vous pourriez tous le citer par cœur avec moi. Saint-Louis rendait la justice sous un chêne, Pierre Arpaillant, je la rends comme un gland. C'est devenu un classique. Elle est trop belle. Voilà. L'injure peut être spirituelle, littéraire, lettrée. Et là, je vais remonter un petit peu dans le temps. Mirabeau disait de Talleyrand, pour de l'argent, Talleyrand vendrait son âme et il aurait raison, car il troquerait son fumier contre de l'or. C'est mieux que de traiter quelqu'un directement de fumier, vous voyez, c'est plus enveloppé. Et à l'inverse, Mirabeau, rencontrant Talleyrand, lui dit, tout à trac, comme ça dans les couloirs, ne m'embrassez pas, vous allez m'enfermer dans un cercle vicieux. Je trouve qu'elle est assez remarquable si elle est vraiment impromptue. Plus près de nous, bien sûr, Edgar Faure qui a été brocardé ainsi par Robert Poujade. On nous a annoncé qu'Edgar Faure était maintenant député non inscrit. J'ai envie de demander non inscrit où ? Un petit chef-d'œuvre, un petit chef-d'œuvre. Et je terminerai par l'injure. Évidemment que nous réprouvons, mais que nous aimons hypocritement l'injure cruelle, la petite phrase vraiment blessante. Alors, blessante quand évidemment l'intéressé est vivant. Lorsqu'il vient de décéder, il en va autrement. Je pense que ce qui s'est fait de plus méchant dans l'histoire est la phrase de Clémenceau à la mort de Félix Faure. D'abord, je ne raconterai pas la mort de Félix Faure, je m'y suis engagé. Ensuite, je ne citerai pas la phrase apocryphe où il est question de personnages de l'Antiquité. Non, je citerai la vraie, mais celle qui a été imprimée et qui est encore plus méchante. En entrant dans le néant, il a dû se sentir chez lui. Je la crois indépassable de méchanceté. Et enfin, j'ai promis de ne pas être long, et n'étant candidat à rien, je vais tenir mes promesses. Je citerai une phrase plus récente, de 1999, de Daniel Cohn-Bendit, qui finalement, pour une phrase qui a une quinzaine d'années, nous renvoie à une actualité très présente. À partir du moment où un homme politique se met à penser qu'il peut être président, il devient marteau. Je vous la laisse méditer. Je vous remercie beaucoup. Merci Bruno Fulini de ce florilège où l'on voit qu'en matière de mauvaise langue, nos aînés ont placé la barre très haut, difficile à battre. Maintenant, passons à la séquence de la remise des prix de la mauvaise langue d'or du Nouvel Économiste. Je vous rappelle que le Nouvel Économiste met chaque jour à midi la mauvaise langue du jour sur son site, et que nous avons demandé à nos internautes de dire quelles étaient selon eux les 3 meilleures de l'année. Commençons par la médaille de bronze qui est donnée à Dominique Jammer, ici présent. Christine Cartery, qui a bien accepté, bien volontiers d'être votre marraine, Dominique Jammer. Je vous laisse dans ses mains. Vous êtes journaliste, bien sûr, écrivain politique et surtout un redoutable polémiste qui ne craint pas de prendre des risques avec la bien-pensance. Et puis, vous êtes surtout un grand journaliste. Grand journaliste comme l'on n'ose plus dire aujourd'hui pour parler des ténors de cette profession. Vous avez commencé votre carrière à Combat, rien de moins, le journal d'Albert Camus, puis à François, l'Aurore, et au quotidien de Paris, de Tesson, voilà, où les plus anciens se souviennent de votre chronique de la présidentielle de 81, dans laquelle vous étriez ce pauvre Giscard empêtré dans l'affaire des diamants. Mais il faudrait toute la soirée pour reconstituer votre carrière et nous n'en avons pas le temps, malheureusement. Et c'est pour, je crois, l'ensemble de votre œuvre littéraire
que les internautes du Nouvel Économiste ont choisi de vous distinguer, mais aussi pour le style bucolique. Nous allons la citer. C'était donc au soir du grand meeting de la porte de Versailles. Vous avez ainsi interpellé Emmanuel Macron. Les narcisses, si l'on en croit les amateurs de jardin, fleurissent entre février et mars. Erreur, si l'on s'en fie à celui que l'on a vu éclore hier à la porte de Versailles. Merci donc Dominique Jamais pour ce mot d'esprit qui caractérise une ambition présidentielle au ressort en effet pas tout encore tout à fait défini. Voilà. On va passer directement à la médaille d'or. Médaille d'or que Roselyne Bachelot, vous avez accepté de livrer donc à son lauréat. Marrainer. Marrainer, c'est vrai, c'est le bon mot. Marrailler. Où est Guy Berenbaum? Où est-il? Il ne faut jamais s'élever au-dessus de sa condition et je ne dois qu'à l'absence de Gaëlle Tchakaloff, directrice déléguée du Nouvel Économiste, empêchée pour des raisons professionnelles, de remettre ce premier prix à Guy Berenbaum. Mais telle la doublure qui attend fébrilement la défaillance vocale de la diva pour enfin avoir sa chance, je jaillis des coulisses, profitant de cette opportunité pour tenter de me mettre sous l'auréole de notre lauréat. And the winner is Guy Berenbaum, pour sa phrase prononcée après le renoncement de François Hollande à briguer un second mandat. Au moins ce soir, François Hollande a-t-il réussi à renverser la courbe des hommages. Il est rare de dire autant en si peu de mots. L'échec d'une ligne politique, l'abandon et le mépris de l'opinion publique, le cercueil sur lequel on jette une dernière pelletée de terre avant de se retrouver bien au chaud, savourant le fait d'avoir échappé pour un temps à notre propre fin. Mais trêve de pensées funèbres. Votre biographie est réjouissante, Guy Berenbaum, tant elle montre de la constance et de la délectation à vous faire des ennemis. De la même façon qu'Édouard Herriot disait que c'est à la qualité de son opposition qu'on jugeait celle de la majorité, au passage, quand on voit l'état du Parti Les Républicains, on comprend alors pourquoi le PS est en état de mort clinique. Nous savons que c'est au nombre de ses ennemis qu'on juge un chroniqueur, et vous avez donc érigé le jeu de massacre au rang des beaux-arts. Vous rentrez à RTL en 2003 et vous sortez la même année un livre, Nos délits d'initiés, où vous faites de tout ce qui compte à Paris, journalistes, politiques, patrons, vos ennemis déterminés. Court séjour chez Bolloré au Grand Journal, pas étonnant qu'on vous en débarque promptement. 2007, vous rentrez à Europe 1. Putain, 7 ans! Il tenait à vous autant qu'à Morandini. Aujourd'hui, vous avez rejoint les rangs de la respectabilité bobo vaguement gaucho sur France Info. Il ne me reste plus qu'à attendre et vous me rejoindrez bientôt sur RMC. En tout cas, Guy Berenbaum, ne craignez rien puisque Clémenceau disait « Ne craignez pas de vous faire des ennemis, si vous n'en avez pas, c'est que vous n'avez rien fait. Votre œuvre de langue de vipère plaide pour vous, elle est immense et vous avez bien mérité ce premier prix. » Bien, je voudrais que nos deux lauréats ici présents me rejoignent le plus près possible de la table, parce que nous allons entamer un dialogue un peu pour essayer de comprendre comment vous maniez l'art de la mauvaise langue, quelles sont un peu vos recettes et votre savoir-faire. Vous jaillissez, de votre pensée jaillit, vous vous dites celle-ci elle est bonne. C'est une bonne mauvaise langue. Comment vous sentez qu'elle est bonne ou pas? Ça, il arrive qu'elle soit bonne, il arrive aussi qu'elle soit... Dans 80% des cas, c'est mauvais, hein. Faut pas se raconter d'histoire. Non, on a, pour répondre plus sérieusement, les réseaux sociaux ont considérablement modifié l'art de la formule, on va dire les choses comme ça. Il fut un temps où les plus jolis saillies restaient couchés sur le papier si cher à la plupart d'entre nous. Désormais, grâce ou à cause de ces réseaux, et notamment du réseau social pour lequel vous nous distinguez, qui s'appelle Twitter, et donc sur lequel on écrit, je l'explique pour ceux qui ne le sauraient pas, qui ne seraient pas sortis depuis 2 ou 3 jours, 140 signes et pas plus, ça nous oblige forcément à la concision, ce qu'on appelle sur la chaîne de télévision que connaît bien Roselyne, la punchline.
Voilà, il est nécessaire de concentrer la gentillesse, le bucolique comme vous l'avez fait, ou la méchanceté, en quelques mots. Mais voilà Jean-Louis Bourlange. Est-ce que, Dominique Jamais, vous avez un secret de fabrication? Est-ce que c'est la spontanéité? Est-ce qu'il faut tourner sa langue 3 fois? Il m'est arrivé plus d'une fois dans ma carrière qu'on me dise, dans ma longue carrière, qu'on me dise que j'étais courageux. J'ai chaque fois répondu que je n'étais absolument pas courageux, mais qu'il y avait tellement de lâches que je le paraissais. C'est ça, je suis d'accord. Vous parliez de bonne foi et de mauvaise foi comme étant les ressorts éventuels des polémistes. Moi, je crois qu'il y a deux espèces de polémistes. Il y a ceux qui ne croient pas à ce qu'ils écrivent, qui ne croient pas à ce qu'ils disent, qui sont néanmoins polémistes, mais pour la beauté du rôle, pour la violence, qui jouent un rôle, etc. Et puis vous avez les polémistes, puisqu'il paraît que je suis polémiste, dont la caractéristique, ce sont des polémistes de bas niveau, du premier degré, et de croire tout ce qu'ils disent. Et de dire des polémistes naïfs, des polémistes nabis, des polémistes douanier Rousseau, si vous voulez. Vous savez ce que disait Mirabeau de Robespierre? Cet homme est dangereux car il croit tout ce qu'il dit. Non, je suis tout à fait d'accord avec Dominique, et c'est probablement un de nos points communs. Quand j'écris une saloperie, je la pense. Voilà. Jean-Louis Bourlange, vous prenez le train en marche, excusez-moi. On va peut-être quand même saluer votre médaille d'argent. D'argent. Ah non, lui donnez pas la médaille. Alors. On revient à la médaille d'argent. Cher Jean-Louis Bourlange, vous fûtes mon collègue au Parlement européen et nul doute que vos pérégrinations bruxelloises sont à l'origine de la phrase qui vous vaut d'être justement récompensé ce soir. En effet, chacun connaît la fameuse contrepétrie belge « Il fait beau et chaud » à rapprocher de votre commentaire sur le Brexit. Aujourd'hui, la Grande-Bretagne a un pied dedans l'Union et un pied dehors. Après le 23 juin, ce sera l'inverse. Cette phrase fut prononcée sur les ondes de France Culture dans l'émission de Philippe Meyer, L'Esprit public. Cher Jean-Louis Bourlange, vous tenez dans mon existence un rôle irremplaçable que vous ignorez certainement. Jadis, ma séquence dominicale s'articulait autour de la messe. Aujourd'hui, je ne sais si j'ai abandonné l'Église catholique ou si c'est elle qui m'a abandonné, mais chaque dimanche, telle une pieuse fidèle, j'ouvre France Culture à 11h et je retrouve les diacres, acolytes et sérophéraires qui officient autour de l'archevêque Philippe Meyer pour une célébration au service de l'intelligence et de l'humour. L'archiprêtre. Peut-être. Quand vous ne faites pas partie de cette cohorte de servants d'hôtel, les pêches, niaisotos ou autres bugeons de l'étang, j'ai le sentiment d'un lâche abandon. Certes, vous êtes parfois un peu long, oubliant que, comme le disait un père abbé de Fontevraud, les homélies, c'est le contraire de l'amour, plus c'est court, meilleur c'est. Et pourtant, que les autres me pardonnent s'ils sont présents, quand ils s'expriment, on ne peut s'empêcher in petto de se dire « mais que va leur répondre Bourlange ?» Certes, on n'attendait pas d'un énarque centriste, membre de la commission Balladur, éditorialiste dans les revues intellectuelles les plus huppées, de donner dans le genre comique troupier. Par contre, votre alacrité, votre profondeur, votre refus de l'esprit de système et surtout votre sens de la formule et de la méchanceté élégante vous font sans conteste figurer légitimement dans ce panthéon des mauvaises langues. Jean-Louis, une question un peu pour l'art et la manière de faire des mauvaises langues. Est-ce que vous avez tout petit, vous étiez déjà comme ça ou pas? Tout petit? Oui, vous jeune. J'ai toujours été vieux. J'ai toujours été vieux. Dans la cour d'école aussi, vous étiez mauvais camarade? Non, j'étais bon camarade. Il y avait un problème, c'est que mes camarades, je ne les voyais pas toujours longtemps parce que j'ai été chassé des établissements. Et j'ai été chassé du lycée Janson de Sailly notamment, à l'unanimité des professeurs, mais j'étais tombé sur un professeur sadique, vraiment un professeur sadique qui, quand, par inadvertance, je savais la réponse et que qu'on était deux, le premier de classe et le dernier de classe, à la connaître, je levais la main et le professeur disait « Bourlange,
baisser la main. On ne mélange pas les petites cylindrées avec les grosses. C'était l'époque où on menait quand même, dans les grands lycées parisiens, on avait une conception absolument motivante du progrès psychologique. Merci Jean-Louis pour ce bon mot et pour cette évocation de votre enfance qui explique beaucoup de choses. Dans mon palmarès, il y a une évidence qui saute aux yeux, il n'y a pas de femme. C'est lamentable. C'est lamentable, je n'ai pas été bon. Est-ce que l'art de la mauvaise langue est un art exclusivement masculin? Où se passe la perfidie des femmes? L'art de la mauvaise langue est évidemment pratiqué par les femmes. Simplement d'abord, cette absence ne fait que refléter la sous-représentation des femmes dans la politique. Donc on a évidemment moins de chances d'en trouver dans le palmarès. Au-delà, le fonctionnement masculin de la politique fait que les femmes et les femmes humoristes rencontrent la même difficulté. Quand on les interroge, une des premières questions qu'on leur pose, c'est souvent « Mais est-ce que l'humour chez une femme ne la rend pas moins désirable ? Est-ce que finalement, ce n'est pas désérotisant pour une femme que de pratiquer l'humour ?» Les choses sont en train de changer, mais en politique, elles ne changent pas. Et de la même façon qu'on pense qu'un homme qui est un séducteur, une femme qui séduit est une salope. De la même façon, un homme qui est une mauvaise langue est un bel esprit, une femme qui l'est est une garce. Et je pense que c'est la raison pour laquelle nous nous abstenons de pratiquer cet art pour lequel nous sommes particulièrement doués. Je vais demander à Cynthia Fleury, qui est philosophe, de nous aider à réfléchir à la place des mauvaises langues dans l'espace public. Alors, la mauvaise langue, est-elle un vice ou une vertu, Cynthia? Deux choses sur la place de la mauvaise langue dans l'espace public. Bon, alors que ce soit, je pense, un outil de régulation démocratique, pas moins. Régulation par le langage, parce que la démocratie, c'est d'abord ça, c'est de la régulation par le langage. Langage qui désacralise le pouvoir, la figure tutélaire, le vaniteux, le lâche, en somme une forme de destitution symbolique, parce que c'est ça quand même le but de la mauvaise langue au départ, destitution symbolique, destitution littéraire, c'est l'aspect politique d'une certaine manière du littéraire, c'est l'ironie socratique, c'est la parésia cynique, c'est l'humour des dominés, parce que ça a toujours été une figure de résistance, l'humour, mais dès que l'humour devient majoritaire, c'est que ça commence à sentir mauvais. La mauvaise langue, c'est un peu c'est la figure littéraire de la caricature, un peu aussi, un petit peu de ça. Donc, inventivité, style, tout ça, ça me va, c'est une déconstruction salutaire, une sorte de coupier de l'âne. En revanche, c'est là où c'est plus compliqué, c'est la place de la médisance, mais ça flirte parfois. Et certains vont dire, effectivement, tout à l'heure, Dominique Janet disait, voilà, il y a ceux qui sont polémistes, c'est l'art pour l'art. Le problème dans l'espace public, c'est que l'art pour l'art, ça n'existe pas, d'une certaine manière. Donc il y a toujours derrière un effet de cet art pour l'art. Le logo, c'est toujours politique, c'est toujours performatif. Et à ce moment-là, si de la mauvaise langue, on glisse à une forme de dénigrement, de rancœur, systématique, etc., quelque chose qui va vers la diffamation. Là, en revanche, ça devient profondément dangereux. Il y a Karl Popper, dans la leçon de ce siècle, qui disait, voilà, il y a 3 grands mots qui mettent en danger la démocratie. Je vous passe les 2 premiers, comme ça vous irez retrouver ce texte. Et le dernier, c'était la misologie. Et la misologie, c'était la haine du logo, c'était la haine du langage, c'était la haine de la culture. Et donc parfois ça peut aussi flirter comme ça. Voilà. Donc gardons-nous d'avoir ce langage de désacralisation du pouvoir, de toujours considérer que la démocratie ça doit être le lieu du style. Ça je pense que c'est essentiel. Aujourd'hui on serait plutôt dans 15 minutes de diffamation pour tout le monde. Et donc je ne suis pas du tout sûre que ça soit régulateur pour l'espace public. Voilà. Bon, vous avez beaucoup écouté, maintenant c'est à vous d'agir. Je vais solliciter parmi les volontaires qui ont préparé leur mauvaise langue de participer à ce lancer de mauvaise langue. Quand je me suis retrouvé à la présidence de Fleury-Mérogis, ça m'a fait vachement plaisir de retrouver tous mes copains de CM2. Jamais de Beauce, notre intellectuel. Quand je voyage dans le monde entier,
Les gens retiennent surtout que j'ai pissé dans un avion. C'est Gérard Depardieu. L'esprit, la chose du monde la mieux partagée, c'est pour ça qu'il y en a aussi peu par tête. Il faut la soutenir celle-ci. C'est de la bouche de qui ça? C'est moi. Et en octobre 1900, il disait « Quand les sourcils poussent, les ennuis viennent ». Et dans le même genre de Jules Renard, Philippe Laroche. c'est pas très contemporain, mais à propos de Mallarmé, c'est le mot de Renard. Intraduisible, même en français. Il y en a une autre excellente de Joseph Delteil, qui dit « La phrase de Flaubert est une belle automobile en panne ». Ah non, c'est bien. La cérémonie s'achève voilà. petit à petit. Un dernier mot. Pour vous sensibiliser, pourquoi le nouvel économiste se mobilise sur ce thème. Je vais laisser la parole à Henri Vidal, le directeur de la rédaction de la publication, pour vous expliquer l'importance pour un journal d'avoir une communauté de lecteurs. Écoutez, laissez-moi tout d'abord simplement vous remercier d'être avec nous ce soir. Ensuite, tout à l'heure, en écoutant Roselyne Bachelot me dire que quand elle était beaucoup plus jeune, c'est il n'y a pas longtemps, ses parents lui disaient toujours « Toi, tu préfères de loin perdre un bon ami, qu'un bon mot. » Et ça m'a fait penser, en effet, parce que c'est ce qu'on dit très souvent à propos des mauvaises langues. Et j'ai eu envie d'ajouter, c'est vrai que l'avantage avec un bon mot, c'est qu'on est sûr qu'il peut durer longtemps. Donc je rejoins complètement, et c'est un peu l'esprit de la mauvaise langue. Maintenant, ce que Philippe, à juste titre, souhaite rappeler, c'est que n'oubliez pas que nous ne sommes que des intermédiaires. Nous faisons de l'intermédiation et de l'enrichissement sur de l'information. Et que sans des gens comme vous, sans la capacité à créer une communauté capable de nous approvisionner avec ces mauvaises langues, nous ne pourrons rien faire. Donc nous sommes au milieu de cette chaîne d'information. Nous avons envie et besoin de créer un club des mauvaises langues. C'est un peu le but de l'opération que Philippe a initiée. Et donc tout simplement, on compte sur vous. Mais merci encore d'être là ce soir.